est présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. La soumission chimique est sur le devant de la scène depuis quelques jours après l'affaire du sénateur Joël Guerriau, accusé d'avoir drogué à son insu la députée Sandrine Josso. Mais qu'est-ce qu'est la soumission chimique et comment sensibiliser les jeunes à cette agression souvent trop méconnue? On en parle dès le début de cette émission. Oser prétendre aux classes préparatoires, aux grandes écoles et aussi aux métiers de vos rêves, eh bien c'est l'enjeu majeur de l'orientation des élèves. On en parlera avec le programme Like ton job en seconde partie d'émission. Enfin, vous retrouverez Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invitée est la chanteuse Carla Donna. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité de l'éducation. Et on démarre l'actualité avec encore un exemple dramatique du traitement du harcèlement révélé ce matin par la cellule investigation de Radio France. Des parents d'enfants harcelés convoqués eux-mêmes pour mauvais traitement. C'est en effet ce que dénoncent ces parents ayant porté plainte pour dénoncer le harcèlement dont est victime leur enfant et qui se retrouvent eux-mêmes suspectés. Le monde à l'envers, selon cette mère dont la fille était harcelée l'année dernière en classe de 5e. Elle a cessé d'alerter le collège et a fini par porter plainte. 2 mois plus tard, elle a reçu une lettre de l'aide sociale à l'enfance. On l'écoute au micro de Laetitia Cherel pour la cellule investigation de Radio France. Nous étions convoqués à telle date, à telle heure, que nous, sans les enfants, suite à un signalement de situation préoccupante pour notre enfant. Donc on tombe de 10 étages, il n'est absolument pas noté de qui ça vient. Et ce signalement vient du collège lui-même. Elle et son mari se rendent au bureau des assistantes sociales qui se rendent également chez eux. Se sont déplacés à notre domicile pour pouvoir rencontrer chacun de nos enfants individuellement dans leur chambre. Après 1 heure de visite à notre domicile, elles nous ont rassurés en nous disant qu'elles allaient demander un classement sans suite auprès du parquet. L'enquête relate plusieurs témoignages similaires, malheureusement partout en France. Alors contacté, le cabinet du ministre dit être au courant et désapprouve bien sûr cette pratique. Il n'incite pas les chefs d'établissement à le faire, dixit. Des révélations qui arrivent quelques mois après ce fameux courrier de la honte du rectorat de Versailles, où je le rappelle, un courrier menaçant envoyé aux parents du jeune Nicolas qui dénonçait eux-mêmes le harcèlement dont était victime leur fils qui s'est suicidé quelques mois plus tard à Poissy. Malheureusement, les cas se répètent. 300 appels par jour en moyenne. C'est le nombre de cas de harcèlement recueillis sur la plateforme téléphonique du 30-20. Mais plus pour longtemps, car début 2024, tous les numéros seront concentrés sur le 30-18. Donc numéro à noter, le 30-18, qui ne sera pas donc une mince affaire pour un numéro actif depuis 2012, donc plus de 20 ans, et qui croule sous les signalements. La plateforme demande donc un délai supplémentaire. Selon Muriel Cortot-Magal, directrice générale de l'association École des parents et des éducateurs d'Île-de-France, depuis l'annonce du gouvernement, notre activité n'a pas baissé à l'année. Nous recevons 90 000 sollicitations auxquelles nous ne pouvons pas toutes répondre. 21 000 sont traitées et le reste est transféré à l'académie. C'est pourquoi nous réclamons aux autorités 6 mois de plus pour faciliter la transition avec le numéro 30-18. Alors au-delà justement de la perte de leur effectif, l'association insiste sur un point, le 30-20 se tourne de plus en plus vers les élèves harceleurs, quand le 30-18, lui, reste essentiellement une ligne d'écoute des victimes. En 2024, pourtant, la ligne renverra directement vers son unique remplaçant, celle du 30-18, afin de faciliter les démarches en cas de harcèlement. Côté justice maintenant, verdict attendu dans la soirée pour les jeunes qui comparaissent au tribunal pour enfants de Paris, jugés pour leur implication dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty. 6 désormais ex-collégiens seront fixés sur leur sort ce soir. L'une des élèves avait menti en parlant d'un cours auquel elle n'avait absolument pas assisté, ce qui avait déclenché le mécanisme mortel pour le professeur. Les autres avaient donc désigné Samuel Paty au terroriste. Au procès, le parquet
Conseil national antiterroriste n'a pas réclamé de prison ferme. Dans les Côtes-d'Armor maintenant, 12 personnes dont plusieurs enfants se trouvent en état d'urgence absolue après une suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone dans leur école primaire ce vendredi, selon le journal Ouest France. L'école située près de Lamballe a été évacuée de ses 76 enfants et 5 adultes présents sur place. Selon les informations de BFM TV, les enfants étaient en classe lorsqu'ils se sont plaints de maux de tête. Le plan d'urgence, le plan Novi, plusieurs victimes, a été déclenché et le bilan reste donc évolutif. Enfin, direction Tarbes, à Mazamet précisément, où la décision du maire d'hiver droite Olivier Fabre crée des remous. En effet, les enfants dont les parents sont chômeurs ne seront plus prioritaires à la cantine. Olivier Fabre s'explique sur Europe 1 au micro de Pascal Praud. Alors d'abord, on n'a pas exclu les enfants de chômeurs de nos cantines, on a simplement modifié notre règlement pour effectivement édicter un ordre de priorité dans l'hypothèse qui a pu arriver, pas toujours et pas fréquemment, mais qui peut parfois se produire, où sur certains groupes scolaires, on a plus d'inscrits pour la cantine que de capacité en termes de places de réfectoire et de personnel d'encadrement, puisqu'il y a des normes très strictes pour pouvoir servir des repas à des enfants. Et on a considéré effectivement qu'il était quand même plus logique de rendre ce service aux parents qui travaillaient, qui n'avaient pas le temps de préparer un repas à midi ou de rentrer à midi pour faire manger leurs enfants, et que les parents qui ne travaillaient pas avaient peut-être un peu plus de temps, eux, pour pouvoir reprendre leur enfant à midi et confectionner eux-mêmes un repas. C'est plutôt le choix d'aider ceux qui, de par leur emploi du temps, parce qu'ils travaillent, ne peuvent pas le faire. Et c'est le choix aussi parce qu'il y a aussi un autre choix qui est de dire on élargit les murs, on embauche du personnel et on accueille absolument tout le monde sans aucun critère. Là, ça veut dire qu'il faut augmenter les impôts locaux et faire supporter aux contribuables un coût encore supplémentaire, sachant que les contribuables financent déjà une grosse partie du prix du ticket de restauration. Précisons que cette mesure a été votée en juillet 2023, mais n'a toujours pas été appliquée. Voilà pour l'actualité éducation du jour. Place au débat. Qu'est-ce que la soumission chimique? C'est la question que l'on se pose dans quelques instants avec nos invités. L'affaire du sénateur Joël Guerriau, accusé d'avoir administré de la drogue à son insu à sa collègue, la députée Sandrine Josso, a remis ce phénomène sur le devant de la scène. Alors, soumission chimique, en quoi ça consiste et surtout, qu'est-ce qu'on en fait? On en parle dans la question du jour. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Catherine Delorme. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de la Fédération Addiction. Et face à vous, Flore Grèze, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente chargée des affaires à la santé à la Fédération des associations générales étudiantes. Alors je disais en introduction, tout cela en tout cas, l'effet médiatique a été énorme ces derniers jours, part de l'affaire Joël Guerriau. Le sénateur de Loire-Atlantique est soupçonné d'avoir administré une drogue à son insu à la députée Sandrine Josso en vue d'une agression sexuelle. Est-ce que cela, l'une et l'autre, vous a étonné ou c'est bien plus courant qu'on le pense, ce type d'agissement, Catherine Delorme? Alors, c'est bien plus courant, c'est mieux parlé, c'est mieux... les victimes hésitent moins... Hésite moins à prendre la parole, hésite moins à dire ce dont elles ont failli être victimes ou ce dont elles ont été victimes d'ailleurs. Donc je dirais qu'on le repère mieux. L'ampleur du phénomène, on aura du mal à le savoir là, mais par contre, effectivement, on le voit un peu mieux et on en échange un peu plus, quoi. Auprès des étudiants que vous rencontrez, avec qui vous êtes quotidiennement, Flore Grèze, est-ce qu'il y a eu une vague de remous? Est-ce que ça a été une affaire, vraiment, l'affaire Joël Guerriau? Ou est-ce que pour autant, tout le monde était un peu... finalement, c'est habituel. En fait, ça fait des années qu'on en parle, que ce soit dans les soirées étudiantes ou juste dans notre vie festive qu'un étudiant ou une étudiante lambda peut avoir. Donc ouais, je pense que c'était malheureusement presque anecdotique. Je pense que c'est un très bon exemple pour montrer qu'en fait, c'est partout et ça concerne tout le monde. Et souvent, on va le mettre comme si c'était un fait divers, un fait à part, que ça concerne qu'un type de personne, que c'est uniquement dans le cas de festifs. Mais là, en fait, c'est un très bon exemple qu'en fait, ça peut être partout et tout le temps et par tout le monde aussi. Donc je pense que ça illustre très bien. Alors, qu'est-ce que justement la soumission chimique? On va en reparler, mais il y a le mouvement #M'endorPas qui a lancé une campagne de sensibilisation. Je voudrais qu'on regarde justement cette campagne.
La soumission chimique, c'est droguer une personne à son insu pour abuser d'elle sans qu'elle puisse réagir ou parfois même en avoir conscience. Alors vous allez tout de suite penser au GHB, dans un bar ou en boîte de nuit. C'est vrai, quand on parle de soumission chimique, il s'agit aussi de ce genre de cas de figure. Mais ce n'est que la face visible de l'iceberg qui est en réalité beaucoup plus insidieuse. Il n'y a d'ailleurs pas que les femmes qui en sont victimes. Ce sont parfois des hommes, mais aussi des enfants et jusqu'à des nourrissons ou des personnes âgées et de tous les milieux sociaux. Soutenus par des professionnels de santé, des journalistes, des artistes, des créateurs, nous avons décidé ensemble de lever le voile sur ce fléau et de lancer officiellement le mouvement de prévention « M'endors pas, stop soumission chimie ». Alors ce mouvement, hashtag M'endors pas, a été fondé par Caroline Darian. Je le rappelle que l'histoire de Caroline Darian est tout aussi terrifiante. Sa mère a été droguée par des médicaments pendant une dizaine d'années par son propre mari, qui l'a livrée ensuite à des inconnus qui la violaient. Caroline Darian qui a donc fondé ce mouvement, hashtag M'endors pas, que vous pouvez suivre évidemment sur les réseaux. La députée qui aussi a subi, en tout cas selon elle, puisque l'affaire est encore en enquête, donc Sandrine Josso dit « On peut tous subir ce que j'ai subi ». C'était dans l'émission C'est à vous sur France 5. Vous le disiez à l'instant, Fleur Grèze, tout le monde peut vivre ça. C'est ce que vous ressentez aussi, Catherine Delorme ? Ah oui. Alors, nous, ce qui nous a étonnés, c'est que autour de cette affaire, ce qui a surpris, c'est que même un député puisse utiliser une drogue, c'est-à-dire un produit stupéfiant aussi, à des fins, à ses propres fins. En fait, ça, c'est relativement... ça existe partout, ça existe tout le temps. Et là, on a juste... c'est-à-dire que c'est ce que vous disiez, ça transcende les milieux, ça transcende les classes d'âge, on sait que ça existe à différents endroits. C'est vrai que l'accent est beaucoup mis dans les milieux festifs et beaucoup mis autour des produits stupéfiants, des produits interdits, mais en fait, la plupart des produits qui sont utilisés sont des produits qui sont détournés de leur usage, mais sont des produits qui sont utilisés à des fins médicales, sauf quand elles sont détournées de leur usage. Juste un mot sur cette campagne-là. Elle insiste, merci. Elle insiste sur le fait que, effectivement, les personnes sont placées dans un état d'inconscience, ou en tout cas qu'elles ne sont plus, qu'elles sont endormies, et souvent s'ensuit des périodes d'amnésie immédiate. C'est très bien, mais il ne faut pas oublier aussi l'autre partie des produits qui sont utilisés, parce qu'on parle beaucoup des produits qui anesthésient, mais on parle moins des produits qui désinhibent, et de la même manière qui sont utilisés à des fins, qui sont des fins de délit, voire de crime, puisque une agression sexuelle peut être qualifiée de crime quand même. Et du coup, là, on parle moins de ces drogues-là qui sont aussi administrées à l'insu de la victime et qui désinhibent. Et la personne est hors d'elle. Alors justement, j'aimerais bien qu'on parle plus précisément, effectivement, des symptômes pour tous ceux qui nous regardent et qu'on comprenne réellement ce que c'est que la soumission chimique. Donc vous le disiez, déjà c'est la volonté pour l'auteur, le malfaiteur, que sa victime perdent le contrôle, très clairement. Perdent le contrôle pour imaginer tout abus. Quand les symptômes, on en parle, on dit, par exemple, amnésie. Est-ce que c'est une amnésie partielle, totale ? Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Nous, je sais qu'on le voit beaucoup pour les étudiants qui en sont victimes, c'est avoir des trous noirs, des petits moments de la soirée qu'elles n'ont plus. Et c'est des choses qui peuvent aussi se rapprocher de quand on a l'impression d'avoir trop bu. En fait, c'est des personnes qui ont souvent bu un seul verre ou deux verres et qui, dans tous les cas, dans un autre contexte, auraient été dans leur état normal. Et là, se retrouvent avec des trous noirs ou juste avec un caractère qui leur ressemble pas. Donc ça va être de la fatigue d'être endormi. Et sinon, plus le côté désinhibant ça va être quelqu'un qui va... en fait, on la reconnaît plus. Et c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, nous, en formation, parce qu'on forme notre réseau. On forme les étudiants et étudiantes à essayer de... C'est triste, mais on est obligé de le faire parce qu'on se rend compte que c'est très courant. On les forme à ces symptômes et en fait, on part du principe qu'à partir du moment où on ne reconnaît pas le comportement d'un de ses amis ou un de ses proches en soirée, ou juste à tout moment, il faut juste essayer de le garder à l'œil et voir qu'est-ce que ces personnes peuvent faire et essayer de l'accompagner au mieux. Parce qu'en fait, ça peut être des symptômes qui peuvent être en fait assez amples, je pense que vous me corrigerez, mais qui peuvent être assez diverses. Et donc parfois, ça peut pas mal rentrer dans un comportement qui pourrait sembler habituel dans le cadre festif, mais en fait, qui ne l'est peut-être pas du tout pour cette personne-là.
Oui, parce que vous parliez à l'instant, effectivement, Catherine Delorme, du GHB, qui est assez classique, dont on a parlé très souvent depuis des années. Mais il y a plein d'autres drogues. Alors, les drogues comme l'ecstasy, ce qui a été mentionné pour l'affaire Joël Guerriau, ou peut-être d'autres drogues d'ailleurs. Mais il y a aussi tous ces médicaments qui sont utilisés, comme le Prozac ou autres, à haute dose, l'Exentia, l'Exomil et autres, et qui, effectivement, donnés à haute dose, ou même pas à haute dose d'ailleurs, peuvent déclencher des drames. Et on peut rappeler ces drames, justement ? Alors, c'est tout ce qui concerne les abus. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est vraiment d'abuser d'un état de faiblesse, que ce soit un vol, viol, agression sexuelle, voilà. Et en tout cas, positionner la victime dans un état où elle ne se contrôle plus. C'est ça. Donc c'est ça qui est parfois difficile à identifier. Les mesures de prévention sont assez justes. C'est-à-dire que, et je dirais que c'est celles qu'on utilise pour tout type de produit dans un milieu festif ou d'ailleurs dans la sphère domestique. Parce que ce qui est important aussi, c'est de rappeler que c'est pas simplement en rêve, dans les lieux, dans les boîtes ou je ne sais quoi. C'est aussi dans le cadre des fêtes privées qui sont organisées en appartement. C'est dans sa sphère privée. Et là, à partir du moment où, à l'insu de la personne, on lui administre un produit, tous les cas de figure sont possibles, malheureusement, du délit au crime. Et la personne, on n'identifie pas forcément qu'elle perd le contrôle. Par contre, voilà, c'est d'où l'intérêt aussi de former l'entourage proche, d'où l'intérêt de parler avec la bande des copains, les parents aussi, voilà, pour leur dire, s'il y a un truc qui n'est pas tout à fait normal, il faut surveiller ce qui se passe et puis permettre à la personne aussi évacuer éventuellement la personne, comme on le fait d'ailleurs quand on choisit de prendre librement des produits et qu'on est en groupe. L'idée, ça c'est la prévention et la réduction des risques, c'est de dire surveillez-vous entre vous au cas où ça se passe mal, qu'on puisse intervenir, quoi. Mais est-ce qu'elle est suffisante cette prévention? Parce que j'ai l'impression qu'on reparle du fait de cette affaire, j'allais pas dire grâce parce que c'est pas possible, enfin, mais du fait de cette affaire Joël Guerriau et Sandrine Josso, on reparle de la soumission chimique. On en a parlé avant, c'est quand même assez flou. C'était dans les milieux d'étudiants, on le disait vaguement, mais personne n'écoutait. On avait l'impression que c'était vraiment des actes très diffus. Est-ce que réellement la prévention est assez forte aujourd'hui? Je pense que nous, on le voit. En fait, c'est du palliatif. Enfin, en fait, le fait que nous, encore, étudiants et étudiantes, on doit prendre les devants et on doit former notre réseau et former les étudiants et étudiantes à essayer de repérer ça, c'est en fait l'illustration même qu'il y a un problème et que le problème existe. Et encore une fois, nous on fait du palliatif, on essaie de former notre réseau, on met aussi on a un dispositif de personnes de confiance où c'est des personnes qui sont formées pendant 6 heures, mais ça concerne aussi tout ce qui est violence sexuelle et sexuelle, et ça va être des personnes référentes pendant les soirées qui vont pas boire et qui vont être des personnes référentes où le numéro de téléphone est disponible et qui sont formées à recevoir ces témoignages-là et à aussi rediriger et aussi à mettre les personnes à l'écart aussi quand c'est nécessaire. Mais en fait, encore une fois, c'est parce qu'il y a un problème qu'on doit faire ça, et c'est l'illustration même que dans la société c'est un fléau. Et je pense qu'on en a très longtemps pas fait grand chose parce qu'on s'est dit c'est les soirées étudiantes, c'est le moment où tout le monde se lâche, un petit peu pareil que quand on va se dire que les personnes vont boire de manière dérisoire, c'est pas grave, ça existe, ça continuera d'exister. Sauf qu'en fait on doit en parler parce que cette soumission chimique là, on voit qu'elle touche tout le monde, et outre ça elle est aussi la représentation de violences sexuelles, parce que c'est trop souvent ce qui arrive aussi dans le cas de soumission chimique, et d'un problème aussi de rapport aux personnes, et de la nécessité aussi de rappeler tout ce qui est le consentement, de comment est-ce qu'une relation peut avoir lieu de manière saine et de manière à ce que les deux personnes conjointes sont consentantes à le faire et avoir cette relation-là aussi. Alors, je vais les appeler comme ça, ces émissaires, ceux qui effectivement se portent volontaires pour les soirées, pour justement prêcher cette parole-là, ou en tout cas faire attention et être dans la bienveillance, le regard à l'autre. Elles sont évidemment positives, elles veulent agir. Mais comment réagissent les autres? C'est les autres étudiants qui ont pour habitude de faire la fête et qui n'écoutent pas vraiment. Comment les sensibiliser, eux? On a aussi une charte des événements responsables. En fait, on est une fédération qui regroupe 66 associations. Donc, en fait, on est la première organisation représentant des étudiants et étudiantes. Donc, on touche énormément d'étudiants et étudiantes. Et donc, on arrive à avoir cette charte où nos associations s'engagent aussi à organiser des événements qu'on qualifierait de safe, que ça soit sur... parce qu'en fait, tout ce qui va être... soumission chimique, ça va aussi de faire attention à quel bar
qu'on choisit? Enfin, est-ce que c'est un bar où le personnel est aussi formé? Est-ce qu'il y a un dispositif d'urgence aussi qui est mis en place dans les bars? Parce que c'est aussi des choses qui peuvent exister. Ça s'appelait beaucoup le Angel Shot dans les différents bars où c'est une boisson qu'on peut commander et le barman ou la barmaid sait qu'il y a un problème et donc va commencer à se rapprocher de la sécurité. Donc on essaye c'est une prise de conscience qu'on est en train de d'amener au niveau de notre réseau. Mais en fait, cette prise de conscience, elle est déjà présente, et la prise de conscience qui est vraiment nécessaire, c'est celle de la société. Le fait que cette affaire, elle soit choquante, alors que, le premier circulaire qui parle de soumission chimique, il est sorti en 2002. Donc c'est pas un problème qui est ancien, c'est un problème qui est là. Peut-être parce que c'était des étudiantes, on l'a pris pour un problème anecdotique, mais ça l'est pas et ça l'est pour personne. Et c'est pas parce que maintenant, ça met pas du tout en cause et ça remet pas du tout en cause ce que la personne a pu vivre et ça devrait pas avoir lieu et nulle part ça devrait avoir lieu, mais juste c'est quelque chose qu'on aurait dû réfléchir, on devrait s'y prendre avant de traiter ce problème de soumission chimique là et ça devrait en fait choquer tout le monde. Parce que c'est pas une question de dérive, c'est pas une question anecdotique, c'est quelque chose qui touche énormément d'étudiantes et on le voit. Il y avait le hashtag Balance ton bar aussi qui existait à un moment donné. Et oui, c'est ça qui consistait à dénoncer effectivement les agressions par soumission chimique entre des jeunes femmes et hommes d'ailleurs dans les lieux publics, notamment les bars. Certains établissements ont pris des mesures pour cela. Est-ce que justement le mouvement a été assez suivi, les établissements en question pour Balance ton bar? Vous savez répondre à ça? Non, moi, j'ai pas de vision là-dessus. Vous savez répondre aussi à ça ou pas? En fait, je pense que ça a été un peu un effet de mode, entre guillemets, où il y a eu le hashtag Balance ton bar, et donc les bars se sont retrouvés dans la situation où ils étaient obligés d'y répondre. Mais je pense que derrière ça, c'est pas qu'il y a de la mauvaise volonté, c'est surtout qu'ils sont pas formés non plus. Et c'est aussi quelque chose qu'on demande. On sait que quand un bar doit s'ouvrir, il doit respecter des normes d'hygiène, il doit respecter un certain cadre, et on aimerait aussi qu'il y ait des normes de formation. Et qu'en gros, on leur donne à disposition et qu'on leur propose des formations gratuites pour pouvoir se former à tout ce qui va être violence sexuelle, mais aussi repérer les signes dont on parlait de soumission chimique là. Et la faute n'est pas du tout celle des bars, mais il faut leur donner les moyens de pouvoir agir, que ce soit par la sécurité et par ces formations-là dont on parlait, pour leur donner les clés pour pouvoir repérer et accompagner les personnes victimes de soumission chimique, mais aussi les personnes ayant commis ces soumissions chimiques-là, pour que juste elles ne reviennent plus au bar, pour qu'il y ait une poursuite judiciaire quand c'est nécessaire. Donc voilà. Et peut-être une mesure simple aussi, la protection en fait par un couvercle, le couvercle qui est mis sur le verre. Est-ce que c'est aussi une mesure qui pourrait être appliquée dans les bars? Écoutez, a priori oui, mais ça peut paraître quand même anecdotique, quoi, parce que le couvercle il s'enlève, il est fait, on l'oublie, voilà. C'est-à-dire que je pense que on peut essayer de s'outiller avec ce qui peut fonctionner effectivement de façon ponctuelle, mais je crois qu'il faut distinguer quand même les différents niveaux de réponse et puis les différents niveaux et puis la temporalité aussi de la mise en place de ces réponses-là. D'abord, il faut pas confondre. Je reprends votre question précédente. Il faut pas confondre ce qui est de l'ordre de l'acte de délinquance, où là, effectivement, la victime va subir ce qui lui arrive et n'a pas choisi, en tout cas, de perdre le contrôle, même si par ailleurs elle peut choisir de boire de l'alcool, elle ne choisit pas de perdre le contrôle parce que dans son verre d'alcool, il y aura... Et puis, il y a les consommations qui sont organisées dans un cadre festif parce que la fête, c'est aussi lié aux consommations. Et là, du coup, de quelle manière on peut s'entourer de personnes relais, de personnes qui sont un peu plus familiarisées là-dessus et qui peuvent nous taper sur la main en disant là, tu commences à perdre un peu... enfin en tout cas avoir un débit de parole un peu, tu commences à dire des bêtises, fais attention, etc. Donc, mais tout ça pourquoi? Parce que ça veut dire que la réponse immédiate, c'est évidemment faites attention les uns aux autres, que vous soyez dans un cadre festif et que vous soyez dans une consommation choisie ou que vous voyez qu'il y a un problème pour l'un et pour l'autre. Et puis après, il y a quand même une dimension qui est plus large, plus sociétale, et qui est plus large que la prévention de l'administration ou de la soumission chimique. C'est le rapport qu'on a les uns aux autres, le rapport qu'on a les uns avec les autres et la manière, du coup, donc on peut construire avec les personnes qui sont dans la proximité, qui soient organisateurs de fêtes, qui soient effectivement barman, qui soient tenanciers de boîtes de nuit ou je ne sais quoi, comme on le fait dans les festivals d'ailleurs, de dire il faut qu'on puisse organiser les choses de manière à ce que on prenne en charge des questions qui relèvent de la prévention, de la réduction des risques, et puis on puisse intervenir aux endroits où, là, on est visiblement sur de l'atteinte aux personnes. Alors justement, si on est face à quelqu'un qui, a priori, serait dans une situation de soumission chimique, donc je le rappelle, qui a été drogué à son insu, comment faire, comment réagir? Est-ce que, par exemple, cela m'arrive à moi, face à quelqu'un, je suis seule, est-ce que la première réaction, c'est de fuir? Est-ce que la première réaction, c'est de pouvoir peut-être appeler le 15 ou le 17? Je vous pose la question. Catherine Delorme. Alors,
Tout cela est très compliqué parce que ça dépend en fait de ce que vous êtes en capacité de faire ou de ne pas faire. Voilà. Donc fuir, c'est le mieux si on peut et si vous estimez que vous ne vous mettez pas encore plus en danger. Après, c'est effectivement appeler les numéros d'urgence si vous êtes en capacité de le faire. Boire de l'eau. Alors. Oui, mais alors oui, ça peut effectivement concourir à ça, mais tout dépend en fait de ce qu'on vous a administré. C'est pareil, hein, la question de la prise en charge et de la détection, ça peut être très compliqué parce qu'en fonction de ce qu'on vous a administré et de la période à laquelle vous allez vous faire analyser pour justement identifier ce qu'on vous a administré, il peut y avoir la disparition en fait de toute trace, quoi. Donc tout cela est extrêmement compliqué. Autre question qui est posée, je l'ai repérée évidemment sur Internet. Les internautes posent la question, se faire vomir immédiatement, est-ce que ça sert à quelque chose? Sachant que souvent c'est la poudre qui est injectée et que donc si on ressent les effets, a priori, le sang est déjà touché. Oui, oui, tout cela est... On ne peut pas répondre de façon générale parce que tout cela est très compliqué et ça dépend vraiment de ce qu'on vous a administré. Et oui, c'est ça. Alors la question aussi, c'est de savoir si tous les milieux sont concernés. Parce que quand on reparle justement de l'affaire de ce sénateur, Joël Guerrillo, la députée Caroline Janvier, qui n'est donc pas celle qui s'est fait agresser, une autre, à la suite de cette affaire, a dénoncé justement le système de drogue et d'alcool trop répandu en politique selon elle. Des élus de la majorité, évidemment, se sont offusqués, se sont élevés contre elle et l'ont accusée de grossir un phénomène, disent-ils, ultra minoritaire et de ternir l'image des élus. Elle a exprimé des regrets. Donc j'aimerais avoir votre avis sur la question. Alors écoutez, on n'a évidemment pas de données là-dessus, donc c'est difficile d'objectiver ce phénomène. Objectivement, par contre, ce qui nous semble évident, c'est que ça transcende toutes les catégories socio-professionnelles, ça transcende toutes les catégories d'âge aussi, parce qu'on a effectivement des plus jeunes aux plus âgés, et que je ne vois pas pourquoi un milieu serait plus préservé qu'un autre. Le petit scandale autour de cette affaire-là, c'est notamment qu'un député, qui a donc des fonctions de législateur, qui est respectable aux yeux de la société, administre une drogue qui plus est interdite à des fins sexuelles. Ça a été ça le scandale. C'est comment ça arrive là. Oui, alors on peut vous dire qu'effectivement, dans nos centres de soins et de prévention, on voit absolument toute catégorie socio-professionnelle. Il n'y a pas à s'offusquer plus à un endroit à un autre. C'est pas plus acceptable d'un endroit à un autre. C'est clair. Ça touche tout le monde. Oui, et je pense que c'est aussi intéressant de le rappeler parce que souvent, quand on va parler des étudiants et étudiantes, on va associer ces conduites à risque. Ce qu'en fait, les étudiants, on est le reflet d'une société et on évolue dans cette société. Donc quand on parle d'addiction, c'est un problème sociétal plus large qu'uniquement la tranche d'âge de l'étudiant. C'est pas quand on sort de l'université, quand on sort de nos études, que le risque de l'addiction est élevé. Et par rapport aussi à la conduite à tenir, on voulait aussi souligner que, une des premières choses aussi, c'est malheureusement devoir aller porter plainte, parce que si on fait pas le test, si on n'a pas porté plainte avant de faire le test toxicologique, il revient à notre charge financière aussi. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel la législation pourrait aussi évoluer, parce qu'on sait qu'il y a un laps de temps qui est petit entre le moment où on s'est fait administrer la drogue dans le cas d'une soumission chimique et le cas où on va pouvoir le repérer dans le sang. Donc essayer aussi de peut-être voir comment est-ce qu'on peut moduler la conduite à tenir à faire, et est-ce que en fait ce test toxicologique il pourrait pas être juste remboursé dans tous les cas pour toutes les personnes qui sont amenées à le faire. Une jeune fille qui aurait bu par exemple 2 verres d'alcool et qui vit ce fameux trou noir, parce que c'est arrivé à plusieurs et on le sait malheureusement, qui le lendemain matin se dit je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vécu un trou noir, j'en sais rien. Sa réaction première doit être effectivement de faire une prise de sang tout de suite et d'aller porter plainte? En tout cas, d'aller consulter. Sans doute. Et puis après, la suite sera déterminée. Faut-il qu'elle porte plainte voilà. Parce que le principe du trou noir, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, exactement. Par contre, si elle pense qu'il y a un certain nombre de signes qui lui donnent à penser qu'elle ne s'est plus tout à fait appartenue et que même il peut y avoir des traces physiques ou une angoisse parfois aussi, il vaut mieux aller consulter. Voilà. Et puis décider avec le service des urgences, avec le médecin, décider de ce qu'il faut faire. Quand on porte plainte contre X, parce que souvent on ne sait pas qui c'est. Dans un bar, il y a 15, 20, 30, 60 personnes.
je pense on porte plainte contre X, mais en vrai je pense que derrière ça il y a aussi le fait que c'est quelqu'un c'est une personne qui a été victime, ou dans tous les cas vivre une soirée on a un trou noir, c'est quelque chose qu'on peut aussi vivre difficilement, donc aussi l'adresser vers le fait d'aller consulter, ça permet aussi de libérer la parole et de faire que cette personne là aussi elle va pouvoir en discuter et en parler et peut-être éviter le fait que ça puisse avoir un impact sur sa santé mentale et puisse la dégrader à terme. Est-ce qu'on peut juste réagir aussi s'il vous plaît à la réaction effectivement de ce fameux député Joël Guerriau qui le lendemain a pris la parole pour dire mais en fait mon chat est mort, j'étais pas très en forme et j'ai un ami qui va pas bien, il a un cancer, j'avais besoin d'un petit remontant et du coup voilà. C'est-à-dire que j'étais un peu, je dois avouer, voilà, ça m'a laissé sans voix. J'aimerais avoir la vôtre. Alors bon, oui, alors étonnante réponse, étonnante réaction et technique de défense. Quelle technique ? Quelle technique ? Oui, j'en sais rien. Mais par contre, moi, ce que je retiens côté usage de produits, moi, ce que je retiens, c'est que même un député peut dire, alors il y a un certain nombre de produits qui sont stupéfiants, qui sont interdits à la consommation. Par contre, on est plusieurs quand même à y avoir recours. Et c'est ça, vous voyez, qui m'intéresse. C'est-à-dire que le statut juridique des produits n'est pas une limite suffisante pour qu'on ne les consomme pas, y compris un élu de la République. Voilà. Après, moi, est-ce que cet argument est valable ? Est-ce qu'on peut en rire ? Est-ce que... Bon, voilà. Mais par contre, ce qu'il dit, quand même, en tant qu'élu de la République, c'est ça. On a tous quand même recours à différents produits pour oublier, pour se faire du bien, dans différents... Mais, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Donc, moi, je le prendrais bien au mot et je proposerais, du coup, de réfléchir à une nouvelle classification juridique de ces produits-là. Faut-il arrêter de considérer que ce sont des stupéfiants et encadrer leur consommation autrement et à des fins de plaisir, dans des situations maîtrisées et certainement pas à des fins d'agression. Fleur, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je pense que ça va être un petit peu la même réaction. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de réaction à cette justification parce qu'elle semble hors propos par rapport à ce qui a pu se passer. Mais je pense que c'est aussi une mécanisme de défense qui est beaucoup utilisé par les personnes accusées d'être auteurs ou autrices de victimes sexuelles. Ça va être un peu se dédouaner. On le voit aussi au niveau de l'université quand il y a des violences sexuelles qui sont ressorties et qu'on voit que c'est systémique. Il y a souvent un malaise. Et en fait, ce malaise, il est sociétal aussi. Et donc, on revient aussi avec l'intérêt et la nécessité de se former. Et ça va commencer très tôt au niveau de l'éducation nationale et au niveau de notre formation en tant que jeune, de rappeler qu'est-ce que c'est le consentement, rappeler aussi qu'il peut y avoir des conduites et des dérives, et juste essayer de les cadrer aussi au mieux pour que ça soit probablement plus des dérives et pour que ça semble plus aussi anecdotique au niveau de la société, mais qu'il y a un cadre dans lequel ça peut évoluer pour protéger l'ensemble des personnes. On voit qu'il y a une baisse de la consommation de la drogue chez les jeunes. Est-ce que pour autant on voit une baisse ou une stagnation effectivement des soumissions chimiques, des actes de soumission chimique ? Comme Madame l'avait très bien dit, en fait, la soumission chimique, c'est très dur d'évaluer parce que très peu de personnes font les tests toxicologiques. Et au-delà du peu de nombre de personnes qui le font, on a aussi dit qu'il y avait un petit laps de temps. Donc, en fait, il faudrait, juste après les faits, courir aux urgences. Et même dans ce cas-là, il y aurait des cas où peut-être qu'on ne testerait pas non plus le bon produit qui a été utilisé comme soumission chimique. Donc, je pense que les chiffres, ils sont très durs de se repérer. Et la meilleure manière de voir et de le repérer, c'est aussi d'écouter les victimes qui annonce et qui sont, je pense, le meilleur indicateur actuellement pour évaluer l'impact de la soumission chimique dans le monde. On rappelle de hashtag #M'endors-pas pour vous sensibiliser effectivement à cette problématique, à ce fléau qu'est la soumission chimique. On rappelle évidemment le 15 ou le 17 si vous sentez n'importe quel malaise, situation qui n'est pas normale. Appelez tout de suite les secours, confiez-vous auprès de vos proches. Merci beaucoup d'avoir été avec nous toutes les deux. Je rappelle, Catherine Delambre, que vous êtes vice-présidente de la Fédération Addiction et Fleur Grèze, vice-présidente chargée des affaires à la santé à la Fédération des associations générales étudiantes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs,
L'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et voilà, qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT. Alors, choisir son orientation quand on est ado n'est pas simple du tout, surtout quand on ne connaît pas tous les métiers existants. Beaucoup d'entre eux doutent et sont complètement perdus. Un programme leur permet d'avoir une vision concrète et complète du monde professionnel. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Carole Griot. Bonjour. Bonjour. On va parler de Like ton job que vous avez fondé. Alors, c'est un sujet qu'il faut prendre en compte le plus tôt possible pour vous, car l'orientation, on en parle souvent en 3e, un peu trop tardivement a priori. Vous, c'est à partir de quel âge dans l'idéal ? Nous, on commence en 5e. Et on commence en 5e parce qu'on considère qu'il y a un temps de maturation assez long chez les enfants, qu'ils ont un temps en 5e qui est encore gratuit pour absorber de l'information et s'informer. Ensuite, ils vont rentrer dans des périodes un peu de rush, fin de 4e, début de 3e, où on va leur demander d'être efficaces par rapport à leur choix, de présenter des motivations, en tout cas de se définir par rapport à des orientations, alors qu'ils n'ont rien dans les mains. Donc on considère, nous, qu'il est important de démarrer à un temps où l'élève est en écoute, où il a une possibilité d'absorber un certain nombre d'informations et à partir de ça, plus facilement déterminer ses choix par l'avenir. Mais c'est vrai qu'entre la 5e et puis, par exemple, la 3e ou seconde, en fait, il y a un monde énorme. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques années, mais il y a un monde en évolution, en maturité. Et donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. On est complètement d'accord. Alors, c'est vrai qu'au fur et à mesure, ces adolescents vont glisser vers la perméabilité aux souhaits du groupe, aux souhaits du collectif, peut-être faire exactement le même choix que ses camarades. Ou que les parents. Ou s'opposer aux parents, ou en tout cas avoir des déterminismes qui ne sont pas forcément très très bien assis. Nous, ce que l'on souhaite faire, c'est provoquer un impact pour que, au fur et à mesure de leur réflexion, ces impacts demeurent. Donc c'est pour ça qu'on a créé une méthode un peu particulière, c'est pour ça qu'on est amené à travailler beaucoup sur l'humain, à incarner toute cette aide à l'orientation, pour créer un impact qui soit durable dans le temps. Alors justement, on va en parler de ce que vous avez proposé, de ces ateliers, la manière dont fonctionne Like ton job, mais j'aimerais juste revenir à la problématique, s'il y en a une, en tout cas ça s'appelle comme ça, de l'orientation, et celle de la confiance en soi. J'ai l'impression que c'est très lié finalement. Savoir bien s'orienter, surtout pour les élèves qui sont dans des milieux difficiles ou défavorisés ou dans des situations complexes, et où ils ne s'autorisent pas à rêver finalement de... Exactement, et donc on est spécialisé sur des établissements d'éducation prioritaire ou sur ce qu'on appelle aujourd'hui des cités éducatives. Ce sont des jeunes qui, on va dire à 70%, vont être dirigés vers les voies professionnelles. La voie professionnelle, c'est très bien si c'est choisi, donc il y a une nécessité d'information au préalable. Avoir confiance en soi, ça veut dire avoir conscience de ses choix, avoir une possibilité
possibilité d'oser rêver. Et souvent, ces jeunes issus de quartiers populaires n'ont pas la possibilité de rêver. Parce qu'il y a un impératif à gagner de l'argent, un impératif à faire peut-être la même chose que ses parents, pas s'aventurer hors des sentiers battus. Et du coup, cette autorisation à rêver, elle est très peu présente. Les enseignants font ce qu'ils peuvent pour pouvoir amener ces jeunes justement dans un univers de maîtrise suffisante des programmes scolaires pour pouvoir après évoluer comme ils le souhaitent. Mais il n'empêche qu'au départ, il faut leur donner la possibilité de rêver. Alors comment vous avez fait ça? Comment vous avez cassé ce fameux schéma qui est tellement ancré depuis des années, depuis des décennies maintenant, où on est tous dans cette logique de tu feras comme tes parents, ou tu feras comme ce que tu vois au quotidien. Tu as un champ qui est très restreint finalement dans les possibles. Alors que c'est énorme. On a décidé de prendre notre bâton de pèlerin et de se dire qu'en fait, on avait la possibilité de rassembler deux populations qui sont des populations tout à fait engagées par rapport à leur avenir professionnel, que ce soit les actifs ou que ce soit les élèves. Et on s'est dit, on va créer une passerelle qui va permettre de réunir ces jeunes qui sont en devenir professionnels et ces actifs qui ont énormément de choses à transmettre. Et ce qui nous a plu dans cette méthode que l'on a construite, c'est d'incarner et de faire de la transmission de vécu professionnel. Et de pouvoir amener un professionnel à intervenir dans une classe, après un temps de préparation qu'il a avec l'équipe Light on Job, mais de lui dire, voilà, vous représentez un individu, vous représentez un professionnel, vous avez été comme ces élèves collégiens, collégiennes, vous n'avez pas forcément été le collégien populaire ou le collégien super bon en sport, vous étiez peut-être timide, mais pour autant, vous êtes arrivé à faire un métier. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Qu'est-ce que vous avez construit ? Quelles sont les rencontres ? Quelles sont les croyances militantes au-dessus desquelles vous êtes passé ? Qu'est-ce qui vous a amené à arriver là aujourd'hui ? Et cette incarnation, la petite histoire, parce que c'est ça qui est important, c'est de retrouver du sens dans un parcours et de raconter la petite histoire. Et à partir du moment où on raconte l'histoire, eh bien, on impacte les jeunes. Parce qu'ils vont se souvenir d'un fait, ça peut être un déménagement, ça peut être une rencontre, ça peut être une blessure, ça peut être... mais cette véracité va leur parler. Et là, on a du coup quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc les établissements vous contactent directement chez Light on Job pour vous dire, eh bien nous ça nous intéresse, on aimerait bien pouvoir rencontrer, c'est comment ça s'appelle, c'est des passeurs d'histoire, c'est des passeurs de passion. Les voilà, des passeurs de passion. Vous n'étiez pas très loin. Vous n'étiez pas très loin de modes d'approche, soit un établissement et en général c'est le principal proviseur de l'établissement qui nous contacte, soit ça peut être parfois on a eu des enseignants, des professeurs principaux, des responsables de l'orientation qui nous ont joints, mais ça peut être aussi un rectorat qui va nous indiquer un établissement scolaire qui va être plus demandeur, qui a plus de difficultés, qui aurait besoin de travailler plus l'extrascolaire pour remobiliser les élèves dans leur scolarité. Et à ce moment-là, on intervient, on fait place, on présente le programme et on co-construit avec l'équipe pédagogique. L'idée, c'est pas d'arriver et de préempter sans du tout s'entourer de tous ces acteurs du quotidien. Alors, vous ne pouvez pas vous dédoubler, mais enfin, l'idéal, ce serait de pouvoir intervenir plusieurs fois, j'imagine, dans le même endroit. Comment ça se passe, par exemple, si vous allez dans le lycée X à tel endroit, est-ce que vous allez proposer 1 heure, 2 heures d'atelier par mois, par année, en fonction de chaque année scolaire? Comment ça se présente ? Chaque classe va rencontrer, donc chaque élève de chaque classe, on est sur l'éducation prioritaire, donc on a 25 élèves par classe, ils vont rencontrer 8 professionnels dans l'année. S'ils rencontrent, s'ils sont sur le programme pendant 2 ans, 3 ans, ça se multiplie à chaque fois. On a une exigence, par contre, par rapport à ces 8 professionnels, c'est que ce soit 50% d'hommes, 50% de femmes, 50% études courtes, 50% études longues. On garantit ainsi une revalorisation de certains métiers, ça peut être des métiers de femmes réalisés par des hommes et inversement. Ça peut être des autodidactes, ça peut être des personnes qui sont très alignées sur leur parcours depuis X années, ça peut être des gens qui ont plus navigué. Mais en tout cas, notre souhait, c'est de faire passer cette multiplicité de métiers, cet éclectisme du monde professionnel. Et peut-être faire tomber les clichés dont vous parliez, en tout cas que vous évoquiez, notamment effectivement pour le genre, c'est-à-dire des métiers qui seraient réservés aux hommes et d'autres femmes.
Complètement des a priori sur les niveaux d'études obligatoires pour pouvoir avancer, des a priori sur la maîtrise des mathématiques pour pouvoir faire de grandes études, là des a priori aussi sur la voie professionnelle qui peut être en fait un tremplin, qui peut être tout à fait cohérent par rapport à des niveaux de maturation et des jeunes qui ont plutôt besoin d'être dans le concret. Donc on casse un peu tout ça, mais cette permissivité, on parle beaucoup au sein de Light on Job de valorisation et de permissivité. Cette permissivité, elle est apportée par ce professionnel, passeur de patients, qui vient se déplacer ce jour-là bénévolement sur son temps de travail et qui parle de lui avant tout et qui transmet justement la spécificité de son parcours. Une façon aussi pour les élèves peut-être de créer un réseau et de créer une passerelle pour l'avenir. Complètement. On a des élèves qui ont été amenés à rencontrer un professionnel avec énormément de plaisir, de satisfaction et on va dire, d'impact sur lui. Ils reviennent nous voir. Ils nous demandent à faire leur stage de 3e avec ce professionnel. Ils nous demandent s'ils peuvent l'avoir au téléphone. Donc à partir du moment où l'élève est volontaire, on est d'accord. Ce qu'on ne veut pas, c'est nourrir l'élève pour nourrir l'élève sans qu'il se mette en route derrière. Donc toute la méthodologie que l'on a construite aussi lors de nos interventions en classe, c'est pour amener les élèves à être actifs. Ce qu'on veut, c'est qu'ils bougent. C'est qu'ils ne soient pas inactifs lors de la rencontre avec les professionnels. Donc ils sont vraiment au cœur finalement de la rencontre. Ils sont au cœur de la rencontre. On a construit un principe qui est maintenant récurrent, à savoir qu'on a 2 professionnels qui interviennent pendant 2 heures sur un même créneau de classe. Ils vont rencontrer la même classe, mais par contre en demi-groupe. Le premier professionnel va rencontrer un premier demi-groupe classe. Pendant ce temps-là, le deuxième professionnel rencontre le deuxième demi-groupe classe et ils permutent. Donc ça fait qu'on a un professionnel en face de 10-12 élèves maximum. Et là, on a une qualité de contact extraordinaire. Et d'échange. De capacité aussi pour les élèves à vivre autre chose et être plus libres dans leurs paroles que s'ils étaient en classe de 25. Pour les enseignants, à découvrir aussi une autre forme d'intelligence chez leurs élèves, parce qu'il y a une liberté d'expression à ce moment-là. Mais écoutez, ça a l'air formidable, Carole Grillot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes fondatrice donc de Like Ton Job. Merci à vous. Vous pouvez la regarder sur la plateforme. Voilà, Like Ton Job qui apparaît à l'antenne. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Merci. On va retrouver Malika Ménard tout de suite dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, son invitée est la chanteuse Carla Donna. Si t'es OK, on attaque la dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment focus sur l'école. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, selon toi, améliorer dans l'école d'aujourd'hui ? Pour moi, il y a tellement de choses... Toi, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était il n'y a pas si longtemps, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, parce que déjà, il y a les téléphones. Non, mais c'est vrai, enfin, nous, on avait les téléphones, mais on ne les avait pas... Au collège, par exemple, on n'avait pas les téléphones. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut... Pour moi, il faudrait bannir les téléphones. Pas au lycée, parce qu'au lycée, je pense qu'on est un peu plus grand, on est un peu plus responsable. Mais au collège ou au primaire... téléphone au collège. En fait, pour moi, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est harcèlement, tout ce qu'on entend aujourd'hui, les horreurs qu'on entend aujourd'hui, et moi, ça me fend le cœur d'entendre ça. Je pense que c'est aussi à cause des réseaux et de tout ça qu'on en est arrivé là. Et je pense que, pour moi, avoir les téléphones et même les réseaux trop jeunes, c'est quelque chose qui peut vraiment faire du mal. Donc pas de téléphone, pas de réseaux sociaux avant le lycée. Ouais, pour moi, ce serait garder un truc simple, en fait. Être à l'école et vivre des moments à l'école. Et après, avoir le téléphone, oui, quand on sort de l'école, c'est toujours bien d'avoir le téléphone pour appeler ses parents, pour venir nous chercher s'il nous arrive quelque chose. Mais les réseaux, pour moi, il faudrait essayer de bannir ça, quoi. Parce que nous, on n'avait pas ça et j'ai l'impression qu'à notre époque, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a genre 11-12 ans, on entendait moins parler, mais on n'avait pas les téléphones à l'école et on ne les avait pas quand on rentrait chez nous, on n'avait pas les réseaux. Donc il y avait moins ce truc de, si tu te fais harceler à l'école, quand tu rentrais chez toi, c'était fini. Tu étais chez toi, tu étais à la maison avec tes parents et tu n'avais plus ce truc-là. Et aujourd'hui, ça continue. Et je pense que c'est pour ça qu'il se passe ce genre de choses. Et ouais, je pense. Toi, le harcèlement sur les réseaux avec la notoriété qui est apparue, est-ce que c'est quelque chose dont tu as souffert ou pas du tout ? Sans mentir, j'avoue que ça fait pas du bien. J'avoue que c'est quelque chose qui m'a touchée. Parce que quand on sort de ce genre d'émission,
on est quand même protégé par notre famille, mais les réseaux, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a eu. Donc quand on voit toutes les critiques qu'il y a eu, même encore aujourd'hui, hein, ça arrive, mais je pense que quand tu sais que tu vas avoir un peu de la notoriété, les gens critiquent, dans tous les cas. Qu'importe qui tu es. Que tu sois le président de la Tu dirais pas du République harcèlement, tu dirais des critiques. Quoi. Ouais, je dirais que c'est des critiques. Après, le harcèlement, non, je pense pas que j'en ai vécu. Je pense que c'est juste des critiques et des gens qui sont méchants, en fait, parce que sur les réseaux, les gens, ils sont méchants. Mais après, voilà, j'ai tellement eu d'un côté des commentaires gentils, bienveillants, et des gens qui me soutenaient, que ce genre de commentaires, en fait, je les mets de côté. Et des fois, je me dis, OK, c'est des gens qui feraient même pas un tiers de ce que j'ai fait. Donc, je les écoute pas. Et voilà. Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer à un enfant qui est victime de harcèlement scolaire? Je dirais d'en parler. D'en parler. C'est le plus important. Et savoir aussi que le harcèlement, aujourd'hui, c'est puni par la loi. Donc, je pense que c'est vraiment d'en parler aux parents, d'en parler aux professeurs, d'en parler aux gens autour de soi. Et c'est aussi aux adultes, pour moi, de prendre ça au sérieux, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui doivent en parler, mais il y a encore beaucoup de monde qui ne prennent pas ça au sérieux, qui font « Oh, ça va, c'est des chamailleries. C'est en train d'évoluer. » Mais voilà, c'est quand même en train d'évoluer, mais je pense que c'est aussi aux parents d'éduquer les enfants et de dire déjà que le harcèlement, c'est pas bien, qu'il faut ne pas harceler les enfants. Et aussi aux parents d'écouter leurs enfants, de s'il y a quelque chose. Mais voilà, sinon je dirais d'en parler et que c'est hyper important, quoi. Alors on va terminer l'émission sur ces mots. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Merci à toi. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Merci Malika et à lundi, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, 217 sur les Box Orange et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Merci aujourd'hui à l'équipe du grand JT. À la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard. Le son, Gauvin Bonizek. Le maquillage, Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferret. À la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.